Bonjour tout le monde. Merci voilà, d'être là. Et je voulais juste vous dire merci d'être là, d'autant plus que ce titre est... Voilà. Donc, je vais le lire parce que ça va être podcasté. Donc, le titre, c'est « Je me transforme, tu te transformes, il, elle se transforme, pas sûr ». Donc, on sait que je sais conjuguer le verbe transformer au présent. La blague, il y a une anecdote sur ce titre. C'est que c'est un titre provisoire que j'avais mis juste pour me donner un fil conducteur. Et au bout d'un moment, j'avais oublié de le changer. Et je m'en suis rendu compte hier dans le train. Donc, je me suis dit, s'il y a quelques courageux qui viennent m'écouter malgré ce titre, j'ai gagné mon pari. Donc, merci d'être là. Merci aussi à Inbound Marketing pour cette deuxième invitation, enfin, deuxième invitation de la journée, mais surtout deuxième édition où j'assiste à cet événement. Et je vais essayer de partager avec vous, vous le verrez, sans langue de bois, sans beaucoup de pincettes, ce que je pense de la transformation digitale. Donc, je me présente, Ilham Guggenheim. Ça fait 20 ans que je travaille. Et ça fait 5-7 ans à peu près que je travaille exclusivement sur les enjeux de transformation digitale. Aujourd'hui, de quoi on va parler? La première chose, c'est qu'on va se mettre d'accord sur de quoi on parle quand on parle de transformation digitale. La deuxième chose, c'est qu'on verra son impact sur ce qu'on peut appeler le nouveau client, le nouveau collaborateur, et puis je laisserai un petit peu de temps pour des questions si vous en avez. Et vu que vous êtes encore une fois courageux et que vous avez résisté à ce titre-là, donc je suis sûre que vous avez plein de questions. Alors, transformation digitale. La première fois que ce terme un petit peu est apparu sur Google Trends et tout, on peut voir que ça a commencé vers 2014. Effectivement, vers 2014, des entreprises, par opportunisme, par conviction, ont commencé toutes à accoler le terme transformation digitale sur tous leurs projets, sur leurs propositions de valeur, etc. Quand on fait aujourd'hui une recherche sur Google, vous vous rendez compte, on a 54 millions de réponses sur ce terme-là. Ça dit l'engouement que nous avons en France pour cet enjeu et ce terme. Quand on parle de transformation digitale, moi j'ai pensé à Don Quichotte et à Sancho, dans le sens où, quand je disais par opportunisme ou par conviction, ou les deux, c'est un peu comme Don Quichotte. Enfin, voilà, Don Quichotte est dans son monde imaginaire, il pense qu'il va affronter des moulins à vent, mais en fait, enfin des chevaliers, finalement, il affronte des moulins à vent. Parfois, les projets d'entreprise me font cet effet. C'est j'ai mis un chatbot, j'ai mis un site web, c'est bon, je me suis transformée. Et donc, ça m'a fait penser à cette image, et puis Sanchez, parce qu'il oscille entre les deux. Revenons un peu sur le contexte. La première chose, c'est que quand on parle de transformation digitale, il faut se rappeler qu'il ne s'agit pas juste... Enfin, transformation, je n'aime pas ce terme parce qu'il implique qu'on change d'un état à un autre, alors que nous sommes dans ce qu'on appelle une révolution industrielle. Donc, je l'avais évoqué l'année dernière, Klaus Schwab, CEO et fondateur de Davos, qui parlait de la 4e révolution industrielle, qui est la révolution numérique. Et cette révolution est portée par 3 choses. La première, c'est Internet. La deuxième, c'est le mobile. Et la troisième, c'est les réseaux sociaux. Ces 3 combinés, oui, on peut dire l'intelligence artificielle et que ça, mais ces 3 combinés ont agi comme accélérateurs. Le propre de cette révolution, c'est que, contrairement aux autres, elle est exponentielle. Les autres révolutions, on a eu la vapeur avec le premier métier à tisser, on a eu le Fordisme avec les premières chaînes de montage, on a eu les usines, 3e révolution, les usines avec des ordinateurs programmables, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais à chaque fois, on avait une innovation, une manière de faire, poum, poum, c'est droit, jusqu'à la prochaine révolution. Ce que nous expliquent les experts, et donc notamment Klaus Schwab, c'est que cette révolution, son propre, c'est qu'elle est exponentielle. Chaque innovation permet d'aller encore plus loin et s'appuie sur une innovation précédente. Donc, première chose, quand on parle de transformation digitale, je préfère le terme révolution numérique ou révolution digitale. Deuxième chose, le propre de cette révolution, c'est qu'elle est portée par nos usages. Nos usages, notre appropriation de tous ces enjeux et de tous ces enjeux numériques a fait que cette révolution est devenue une révolution. Regardez ce qu'elle a changé. Elle a profondément changé notre manière de travailler, de vivre, de communiquer, d'acheter, de vendre. Elle a changé tous les aspects de notre vie. Et elle est portée par nos usages. Pourquoi? Parce que nos usages sont allés beaucoup plus vite et plus loin que ce qu'étaient prêts à accepter les entreprises en termes de changement ou la société de manière générale.
Parce que regardez, quand vous allez aujourd'hui, vous voulez voyager, effectivement, vous pouvez aller à l'agence de voyage de votre quartier que vous aimez bien. Mais la plupart d'entre nous, et les chiffres le montrent, on va aller regarder les comparatifs, s'inspirer d'autres voyages d'amis sur les réseaux sociaux, ou peu importe. Donc aujourd'hui, je peux commander sur Amazon, pour ne pas le citer, en une journée. Je fais plein de choses numériques, mais quand j'arrive dans mon entreprise, en fait, je dois revenir à l'âge de pierre. Et je dois envoyer 4 fax tamponnés par les services généraux pour avoir un stylo. Donc, à un moment donné, le propre aussi de cette révolution, c'est le décalage qu'il y a entre nos usages, aujourd'hui, comment on vit le numérique, et aussi comment il est vécu au sein de cette entreprise, des entreprises de manière générale. Je parlais tout à l'heure de cette révolution qui est exponentielle par rapport à d'autres qui sont linéaires. Et on est dans des cycles d'innovation de plus en plus courts. Et chaque cycle s'appuie sur un autre. Je vais donner un exemple. Sans le téléphone mobile, on n'aurait pas pu avoir à un moment donné le smartphone. Sans le smartphone, nous n'aurions pas pu avoir la 4G. Sans la 4G, nous n'aurions pas pu avoir, par exemple, le service de géolocalisation. Sans le service de géolocalisation, nous n'aurions pas pu avoir, par exemple, Uber ou d'autres. Donc des cycles d'innovation de plus en plus courts, parce qu'une innovation en chasse une autre, et puis des cycles d'innovation qui s'appuient les uns sur les autres. Et ça aussi, c'est une caractéristique de cette révolution. Donc ça, je l'ai dit, l'impact qu'elle a eu sur notre vie. Et elle a changé aussi le client. Le client tel qu'on le connaissait, quel que soit votre secteur, quel que soit votre domaine, elle a profondément changé. Comment ? La première chose, c'est qu'on voit qu'il y a une profusion de médias ou de points de contact. On n'a jamais été aussi sollicité. Avant, bon, je ne veux pas dire, il y avait les 5 médias, hors médias, et c'est bon, quoi. Là, aujourd'hui, avec le numérique, on a une multitude de points de contact, et ça aussi, c'est important. La deuxième chose, c'est la profusion de data. Et comment des métiers comme le métier de marketeur, puisque ici on est sur inbound marketing, comment les métiers de marketeur ont changé et deviennent de plus en plus techniques. Et ça aussi, c'est une chance, parce qu'avec le RTB, donc c'est le Real Time Bidding, c'est le fait de faire des enchères en ligne, etc., les ad exchange, etc., les DSP, les CSP, peu importe, le métier a changé et le métier de la data a changé, ce qui a rendu notre travail plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a, on va dire, beaucoup de leviers à notre disposition. Le piège, quand on veut s'adresser à ce nouveau client, c'est de dire je vais les activer, etc. Mais avant de les activer, il faut juste penser à une chose, c'est que le client, il cherche une chose, il cherche l'authenticité. C'est ça qui va driver tout ce qu'il va faire. Et ça, on peut parler de révolution ou de transformation. On a vu l'émergence de ce qu'on appelle le consommateur. Et le cauchemar de plein de gens, c'est ces petites étoiles. On est rentré dans un système où on note tout. On note tout. Ah, bonjour, vous savez, mon plat, mon je sais pas quoi, mon jambon, peu importe, est le meilleur, il est frais, je vais colorier un petit peu en vert pour montrer que c'est bio, green, locavore, ce que vous voulez. Et puis après, je vais essayer de commercialiser ce produit. Sauf que ça, c'était avant. Parce que maintenant, par exemple, j'ai Yuka. Et j'ai le pouvoir j'ai en tant que consommateur le pouvoir de boycotter une marque parce que cette marque me ment, qu'elle n'est pas authentique. On a vu les industriels, notamment de la grande distribution, qui changeaient le listing de leurs produits pour les rendre plus Yuka-friendly, on va dire ça comme ça. On a vu des marques commencer à communiquer marque préférée de Yuka. Donc on a vu dans ces mouvements-là ce nouveau client qui est consommateur, qui est acteur de son achat. Et on ne s'adresse plus à lui de la même manière. Avant, je disais achetez-moi, 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 je suis le meilleur. Maintenant, prouve-moi que tu es le meilleur. Et là, je vais t'acheter. Et ça, c'est valable en B2C ou B2B. On est toujours dans cette optique d'authenticité. Là, je donnais un deuxième exemple, TripAdvisor. Venez voir mon hôtel, mon restaurant, il est génial, il est super. Très bien. Ça, c'est du déclaratif. La réalité, c'est ça. C'est je vais voir et je trouve pas terrible, les produits n'étaient pas frais, le plat peu goûteux, etc. D'un point de vue marketing, on est passé donc d'un marketing classique, les 4P, produits, prix, promotion, distribution et produits, à ce qu'on a appelé le marketing des 4E. Les 4E, c'est quoi ? Donc, le produit est remplacé par l'émotion. Comme vous le savez, on ne vend plus
un service ou un produit, on rend service au travers d'une expérience. Donc, à un moment donné, dans ce produit, il doit y avoir de l'émotion. Et comment je transmets cette émotion? Cette émotion, c'est de l'authenticité, mais c'est aussi une expérience fluide qui va faire aucune frontière entre le online et le offline et qui va me permettre de vivre sereinement mon expérience d'achat de ce produit ou de service. La deuxième chose, c'est que le prix et l'expérience, donc j'en ai parlé. La place exclusivité, le principe est de dire oui, effectivement, je peux avoir mes réseaux de distribution de mon produit ou de mon service, mais je peux aussi être dans l'exclusivité avec cette notion de dire c'est le client qui choisit. Je disais, j'échangeais avec quelqu'un et je lui disais bah, très bien, vous avez mis un site web, je suis très très heureuse pour vous, vous avez même ajouté un chatbot, c'est bon, vous avez vos grades face à votre hiérarchie, mais à un moment donné, comment fait votre client pour acheter? Et en fait, s'il doit toujours remplir des formulaires, faire des choses, que son parcours ne soit pas fluide, ben vous ne vous êtes pas transformé, vous avez juste ajouté un canal de distribution ou de communication. Donc l'enjeu, c'est aussi cette fluidité. Et quatrième chose, promotion et engagement. Là aussi, l'authenticité, elle est en fil rouge. C'est l'engagement, c'est ce que vous avez vu tout au long de cette matinée et début d'après-midi sur l'Inbound. C'est qu'à un moment donné, l'enjeu n'est plus de dire « bonjour, achetez-moi encore une fois ». L'enjeu est de proposer un contenu et un service qui est assez authentique pour que le consommateur vienne vers moi et s'engage avec moi dans une relation. Le nouveau collaborateur, pardon. Donc, le nouveau collaborateur, il a changé. Il a changé de différentes manières. Pendant longtemps, les entreprises, bon, une entreprise, c'est une entreprise. Une association à but non lucratif, c'est une association à but non lucratif, une organisation. Mais on va dire les entreprises et pas les organisations, pour créer de la valeur, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient il faut produire plus. D'accord? Pour produire plus, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé quelque chose de magnifique qui s'appelle le process. Parce qu'en réduisant le nombre d'interactions qu'il y a entre collaborateurs et en les mettant dans un canevas, on réduisait le temps dédié à une tâche. Et ça nous permettait, comme ça, d'avoir une trajectoire de production supérieure à celle qu'on a pu avoir jusqu'à présent. Donc, les entreprises, pour créer de la valeur, ont c'était compliqué, hein, ont mis des process, des nouvelles manières d'interagir. Sauf qu'en faisant ça, elles ont tué deux choses. Elles ont tué la créativité et l'agilité dont pouvaient faire preuve leurs collaborateurs. Je suis toujours effarée quand, dans mes interventions, je vois des clients qui me disent, sur l'employee advocacy, par exemple, la prise de parole sur les réseaux sociaux, qui me disent « Oui, mais est-ce que j'ai le droit ?» En fait, en tant que collaborateur, on ne se sent plus le droit de faire des choses. Parce que chaque collaborateur est cantonné à une tâche, processisée, hiérarchisée, qui sert quelque chose de très précis. Pour commander mon stylo, je dois remplir le formulaire B43, le faire signer par les services généraux. Ça, c'est le process. Je ne peux pas prendre l'initiative, je passe en bas du Franprix de chez moi, j'achète un stylo et je mets une note. Non, le process, c'est le process. Là, j'ai donné un exemple qui est simple, mais on peut aller dans plein d'exemples où, effectivement, les collaborateurs ne s'autorisent plus ni à être créatifs, ni à être agiles. C'est un peu ballot, non? Parce que c'est ce qu'on demande aux gens aujourd'hui. On leur dit « Think out of the box »,« Just realize that there is no box ». Enfin, toutes ces phrases qu'on entend tout le temps. Oui, ben, think out of the box. Si pour organiser une réunion qui n'a pas trait à mon cœur de business, je dois demander l'autorisation de mon manager, qui doit la demander à son manager, qui doit faire approuver par je ne sais pas qui, ben, je ne vois pas trop comment je vais thinker out of the box, moi. Hein. Donc, à un moment donné, on est en pleine contradiction. On a mis des process pour créer plus de valeur, et à un moment donné, ces process-là nous empêchent effectivement de nous transformer. On parle aujourd'hui beaucoup de symétrie des attentions. Vous vous rappelez cette slide, j'avais la même pour le client. Donc, le client est en demande d'authenticité. Tu me dis que mon jambon est le meilleur alors qu'il est plein d'additifs. Tu me dis que mon restaurant, ce restaurant est le meilleur alors que les avis disent le contraire. Eh bien, aujourd'hui, la symétrie des attentions, c'est traiter votre collaborateur avec autant d'attention que votre client. Il y a eu plein d'études que je ne vais pas partager, mais que vous pourrez trouver ou vous pourrez me demander de partager avec vous, qui ont montré que le facteur multiplicateur de, on va dire, l'innovation ou tout processus de transformation, c'est le collaborateur, ce n'est pas le projet.
Et beaucoup d'entreprises ont changé donc, la mode qui était quelques années de dire client-centric. Bien sûr, il faut que ça soit en anglais, sinon c'est pas in. Donc on est centré client, centré client, centré client. On est arrivé à maintenant centré collaborateur parce qu'on s'est rendu compte que c'est lui la clé. Et le collaborateur, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut juste de l'authenticité. La même chose. Vous me dites, ah, mon entreprise est super, venez travailler avec moi. Je vais sur Indeed. Là, c'est une vraie entreprise. Je ne sais pas si vous pouvez lire les commentaires, mais peu de personnes bienveillance, direction qui incite à la compétitivité entre collaborateurs, peu de barrières vie privée, vie professionnelle. Tout ça au vu et du su de tous. Donc Indeed, le TripAdvisor des entreprises. Donc l'idée, c'est de dire la même chose, authenticité. Les collaborateurs ont besoin de ça. Vous me dites que je dois me transformer? Ben, montrez-moi déjà en tant que direction que vous êtes transformé. Vous voulez que je recrute de nouvelles compétences qui sont en phase avec ce nouveau monde numérique? Ben, soyez authentique dans vos actes aussi. Vous ne pouvez pas dire flexibilité au travail, etc. Et puis quand la personne part à 17h, vous lui dites, moi je l'ai vu et vécu, vous avez pris votre après-midi. Mais en revanche, quand je reste jusqu'à 22h, c'est normal. Voilà. Donc à un moment donné, comme pour le client, il doit y avoir un alignement entre l'action, l'intention et la parole. Il faut aligner les trois. Et votre collaborateur est la clé de tout processus de transformation, parce que ça ne me rend pas service, je vends du conseil normalement, mais je vais vous le dire quand même. Il n'y a aucun consultant qui saura répondre à vos enjeux de transformation mieux que vos collaborateurs. Voilà, c'est clair et net. Le consultant, les boîtes, peu importe, elles vont vous apporter peut-être un cadre, une structure, mais la clé de votre transformation, ce sont les collaborateurs, parce que, un, personne ne connaît la boîte mieux qu'eux, ça c'est de un. Deux, si vous leur donnez les vrais ingrédients, et j'en parlerai tout à l'heure, ils pourront agir et transformer. Et c'est pour ça que l'enjeu aujourd'hui de la transformation digitale s'est déplacé. Il n'est plus dans un enjeu de multiplication des canaux pour avoir cette omnicanalité, il est dans le, j'ai que le terme anglais, le empowerment, donc aidez-moi, je ne sais pas comment on le traduit. Donc, le fait de donner confiance voilà, à son collaborateur et de l'aider à grandir dans son rôle, parce que c'est lui qui va aider à transformer. Alors, l'autre chose que j'ai pu remarquer cette année, c'est qu'il y a une porosité entre la marque et ses collaborateurs. Je ne sais pas si vous avez, je ne veux pas faire plus de bad buzz que ça sur le sujet, si vous avez suivi le bad buzz du slip français, une marque iconique française, voilà. Et donc, on peut se dire, c'était jusqu'à quel point une entreprise est responsable de la connerie de ses collaborateurs. Voilà. Et la réponse, elle est responsable. Puisque le slip français a dû s'excuser pour quelque chose qu'ont fait ses collaborateurs sur leur temps, pas de travail, leur temps personnel, mais ce qu'ont fait leurs collaborateurs a jailli sur l'entreprise. Donc pour l'anecdote, parce que je vois quelques personnes qui froncent les sourcils, donc il y a des collaborateurs du slip français qui ont posté une vidéo qui était un peu beaucoup raciste, et les réseaux sociaux sont emparés, c'est devenu un bad buzz qui a obligé le slip français à s'excuser. Donc la porosité entre la marque et ses collaborateurs, je l'ai vu et je vois aussi émerger l'importance de l'employee advocacy. Faites l'employee advocacy, c'est quoi? C'est donner confiance à vos collaborateurs, donnez-leur la clé pour qu'ils prennent la parole sur les réseaux sociaux. C'est super important. Ils vont l'apprendre ou pas, ils vont en tout cas s'acculturer, s'ouvrir à de nouvelles manières de penser, de réfléchir et d'apprendre. Là, je vous ai mis un commentaire qui m'avait choqué. Il y avait une chanteuse française pop qui avait, voilà, on va dire, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire sur une de ses prestations sur LinkedIn. Déjà que fait ce commentaire sur LinkedIn, bon voilà, on passe. Et il y a ce monsieur, donc j'ai masqué tout, qui était directeur dans un grand groupe. Et regardez la violence et la virulence de ce qu'il dit. On se croirait dans un forum. Complètement cruche d'une génération fâchée avec l'orthographe, blablabla, blablabla. C'est super. Mais la porosité entre la marque et ses collaborateurs vous oblige, vous en tant que marque, à avoir une parole impeccable et à enseigner et accompagner vos collaborateurs pour que leur parole soit aussi impeccable. Et ça, c'est une tendance très forte qu'on voit depuis un certain temps, mais je trouve que cette année, ça s'est bien amplifié. Enfin, 2019. Finalement, se transformer, c'est quoi? Se transformer, c'est être attentif à son monde et changer en s'adaptant.
Être attentif à son monde, rappelez-vous, je vous ai dit, oui, vous pouvez suivre les experts, vous pouvez recruter des experts, il n'y a pas de souci. Mais être attentif à son monde, c'est quoi? C'est écouter les signaux faibles. Je suis sûre qu'avec une bonne interview, chacun d'entre nous a la clé de transformation de son entreprise. Et s'il se trompe, eh ben, c'est pas grave. C'est sa compréhension aujourd'hui avec les éléments qu'il a ou qu'elle a et qui lui permet d'être à l'écoute de ce monde-là. Et puis changer en s'adaptant, ben, vous le savez, on est rentré dans ce qu'on appelle l'ère du darwinisme digital. L'ère du darwinisme digital, c'est que le plus fort n'est pas celui qui montre le plus de muscles ou de solidité financière, ou peu importe comment on la transpose. Le plus fort est celui qui sait s'adapter à son environnement. Et aujourd'hui, bien malin est celui qui pourra nous dire des tendances sur ce qui va se passer dans notre monde numérique, qui va nous dire quel va être, on va dire, l'essor de telle ou telle technologie. Mais c'est avec cette écoute active du marché et une adaptation à ce changement qu'on arrive à se transformer. Alors, là, c'était juste une longue introduction. Le cœur, c'est ça, et c'est aussi le troisième tiers de ma présentation. C'est... J'ai travaillé avec quasiment 40 ou 60 entreprises sur des projets différents de transformation. Et j'ai été moi-même le fameux CDO. Donc, j'en ai tiré 5 conclusions que je vous partage en forme d'enseignement. Quelles sont les 5 erreurs? C'est très racoleur, du coup, c'est mieux que mon titre. Vous ne trouvez pas, là? Je me transforme. J'aurais dû faire ça. Alors, les 5 erreurs, et là, on a tout le monde qui a cliqué. Les 5 erreurs les plus communément commises. La première, c'est mélanger des fermiers et des chasseurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans votre entreprise, je lisais tout à l'heure, hier, un article, c'était génial. Il expliquait que vous allez mourir en faisant super bien ce que vous êtes excellent à faire. Vous allez mourir, une entreprise va mourir quand elle est excellente, quand elle fait super bien ce qu'elle est excellente à faire. Donc, mélanger les fermiers et les chasseurs, c'est quoi? Le fermier, c'est celui qui va me permettre de maintenir ma maison à flot. Il sait cultiver sa parcelle de terre, il va produire les mêmes fruits, je peux augmenter la productivité en mettant plus de process, etc., etc. Les chasseurs, c'est qui? C'est le petit groupe, ou après le grand groupe d'innovateurs qui vont aller défricher le terrain, chercher de nouvelles opportunités et me dire si elles sont bien et si je dois y aller. Et l'erreur, c'est de mélanger les chasseurs et les fermiers parce que les chasseurs et les fermiers ne pensent pas pareil. Moi, dans le fameux job où j'étais CDO, mais ça a planté pour ça. On ne pouvait pas mélanger des chasseurs et des fermiers. Les uns pensent agile, design thinking, ils veulent venir au boulot en jean, en basket, les cheveux teints en rose, je caricature à peine. Ils n'ont zéro... J'avais quelques personnes de mon équipe qui avaient 0 diplôme et pourtant, c'était les meilleurs des développeurs. Et les autres, c'est des fermiers en costard-cravate qui parlent productivité, fichiers Excel, qui sont troublés quand on leur met un Trello ou un Slack, ainsi de suite. Donc, commencez par isoler ces deux populations et traitez-les différemment pour permettre aux chasseurs de bien, on va dire, délimiter le territoire nouveau que vous allez explorer et laisser les fermiers faire ce qu'ils veulent. Il y a de grands groupes, et je pourrais le partager off, qui ont travaillé de cette manière, et pour moi, ce sont les groupes qui ont le plus avancé dans le chemin des transformations. Après, l'enjeu, au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10, c'est de faire mélanger les deux. Et on le fait de manière assez naturelle. Décréter la transformation, je l'adore celle-là. Décréter la transformation, c'est, je l'ai vu dans beaucoup de groupes. Nous avons nommé un CDO, un Chief Digital Officer, un Chief Data Officer. Il va venir, il va révolutionner. Et c'est pour ça que nous nous sommes transformés. Depuis 1 an, on s'est transformés. Ben non, la transformation ne se décrète pas. Et les groupes qui se sont transformés sont d'ailleurs les groupes qui en parlent le moins. C'est comme d'autres choses. Plus on en parle, moins c'est crédible. Donc c'est la même chose. On ne décrète pas la transformation. On y travaille et c'est des résultats qui vont montrer parce qu'à un moment donné, ça devient un non-sujet. Imaginez-vous, je fais une conférence pour vous expliquer qu'il faut écouter votre marché et changer en s'adaptant aux critères et au contexte. Ah, la révolution. C'est ce qu'on a toujours fait. C'est ce qu'on a toujours fait. C'est juste qu'on le fait différemment et de manière beaucoup plus complexe. Troisième idée, accepter l'erreur. Ça, c'est très compliqué dans notre culture française. C'est super compliqué d'avoir quelqu'un qui lève la main et vous dit « je me suis trompé ».
voilà, tu disparais. Non, on ne sait pas faire ça. Et le propre de toutes ces grandes entreprises du numérique, qu'elles soient américaines, françaises ou les startups, etc., c'est d'avoir instauré cette culture de l'erreur. J'ai le droit de faire des erreurs parce que le principe, vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est fail fast, learn fast. Je me trompe rapidement pour apprendre rapidement. Et c'est le principe de ce monde numérique. Donc il faut se tromper, mais attention, il y a différentes manières de se tromper. Se tromper en allant droit dans le mur, parce que, etc., c'est une chose. Mais se tromper en documentant mon erreur. Il faut la documenter, l'erreur. Dire le droit à l'erreur et dire la moitié de la phrase. Il faut documenter l'erreur. Il faut avoir de bons KPI pour être sûr qu'on a appris de son erreur et on sait pourquoi on s'est trompé. 4. Alors, je vous propose un cours de cuisine. Recruter sur des moules, dans des moules. Et oublier la diversité et l'inclusion. J'en parlais tout à l'heure dans la table ronde sur la place des femmes. À un moment donné, ce monde nous demande de l'agilité, de la créativité, ce que vous voulez, etc. Mais il nous demande aussi de s'ouvrir à une autre manière de penser. Comment on peut s'ouvrir à une autre manière de penser si on recrute toujours les mêmes profils? J'étais dans une entreprise où on recrutait que des ingénieurs, je vais le dire, blancs, d'un certain âge. Effectivement, la transformation était très, très compliquée. Super compliquée. Parce que chacun renforce l'autre dans sa perception du monde. L'innovation vient d'où? Vient de la diversité. Les meilleures idées de start-up, d'entreprise, etc., que vous pouvez avoir à titre individuel ou en tant qu'entrepreneur ou en tant que... viennent d'autres secteurs où vous avez vu quelque chose et vous pensez que vous allez pouvoir l'appliquer à votre secteur d'activité ou votre entreprise. Et c'est la même chose avec le recrutement et les équipes qui vont travailler, les fameux chasseurs et fermiers. Il faut recruter dans la diversité et je peux qu'encourager les entreprises à le faire. Parce que du coup, voilà. 5. Ignorer les signaux faibles. Et j'aime bien cette citation, l'arrogance est l'art d'être fier de sa propre stupidité. Que de fois vous avez vu, j'ai pu voir également des personnes qui... ah non, ça c'est pas pour nous. Ah non, nous, notre entreprise, c'est une entreprise très solide. Nous avons je sais pas combien de cash. Nous faisons partie du top, je sais pas quoi, etc., etc., etc. J'ai pas envie d'agiter les mêmes épouvantails. C'est ce que nous avaient raconté aussi les taxis avant l'arrivée d'Uber. C'est ce que nous a raconté plein d'industriels, etc. Écouter les signaux faibles, c'est être capable d'interpréter son monde. Et encore une fois, pour relier les wagons avec ce que je disais, ça, on ne peut le faire que si on a une certaine dose d'humilité, qu'on peut regarder les choses et dire « je ne sais pas, je vais étudier, je vais voir, ah, si ça se trouve, c'est important, ah, je me suis trompée, c'est pas grave, j'ai appris de mon erreur. » Et donc, ignorer les signaux faibles est la 5e erreur la plus communément commise. Dans ma première erreur, alors qui suivait? C'était quoi la première erreur? Ah, super. Bon, ça va. Je tiens mon audience. Donc, mélanger les fermiers et les chasseurs, il y a une autre erreur qui est sous-jacente, c'est d'avoir les mêmes indicateurs de succès pour les chasseurs et les fermiers. Et ça a été la première chose, personnellement, que j'ai vécu comme échec dans un des postes que j'ai eu. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre que nous étions des chasseurs. Ils nous appliquaient les critères des fermiers en disant « Quoi ? Ton EBITDA, il est que de ça ? Non, c'est pas possible, tu perds de l'argent. » Oui, je perds de l'argent, on est des chasseurs, on est en train d'explorer. Dis-moi que je vais perdre, tu as le droit de perdre pendant 3 ans, 4 ans, mais c'est bon, on ne me juge pas. Et c'est ce que je demande aussi, c'est d'avoir une culture du KPI et que cette culture du KPI soit juste. Elle soit juste en prenant en compte la spécificité de ce que vous attendez de ces chasseurs-là. Donc, voilà. Alors, avant d'arriver à la partie questions-réponses, j'avais juste quelques petites réflexions à partager. La première chose, c'est que, comme beaucoup de choses que nous vivons dans notre vie, il y a un rôle individuel et un rôle collectif dans la transformation. Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué si le top management n'est pas engagé. Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué si les managers font une levée de bouclier comme ça, je protège mon poste et je me protège. Effectivement, c'est beaucoup plus compliqué quand les salariés sont démotivés et qu'ils ne voient pas l'intérêt et surtout qu'ils ont peur de tout ce monde numérique. Mais à un moment donné, c'est une responsabilité collective et individuelle. Pourquoi ? Parce que le collectif doit, en co-création, avoir une vision claire
Et changer est individuel parce que ce changement ne peut arriver que si chacun de nous joue le jeu. Alors le rôle de certains est plus important que d'autres, mais il est important. Après, pour faire le lien avec l'inbound marketing, etc., je pense qu'on est rentré dans ce qu'on appelle l'ère de la permission. Pourquoi ? Regardez ce qui se passe avec le marketing. Donc, je parlais de l'inbound et de l'outbound marketing. L'inbound, ça invite le client, et le outbound, ça invite chez le client. Donc, le client doit me donner la permission. Je ne peux pas importuner comme ça un client. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est très propre à cette révolution. La deuxième chose, le nouveau collaborateur. L'innovation managérielle. Quand on parle d'innovation managérielle, on pense souvent à plein d'actions sympas qu'on peut mettre en place pour, on va dire, changer l'organisation, mais on oublie de dire que le collaborateur a le pouvoir maintenant. Ok, si je suis depuis 40 ans dans le même poste, dans la même boîte, je n'aurai peut-être pas le même pouvoir que d'autres, mais on le sait, les métiers du numérique demandent des compétences précises, et aujourd'hui, il y a clairement une guerre de talents. Et cette guerre des talents oblige également les entreprises à se réinventer, notamment en revoyant tout ça. La stratégie avec le droit à l'erreur, ce que je disais, à un moment donné, je dois être capable d'avancer avec humilité et de me dire, en fait, je suis le chasseur, je vais voir ce qu'il y a, mais je vous assure, je ne sais pas. Mais vous inquiétez pas, j'ai mon plan de KPI qui va me permettre de dire, je vais tester une nouvelle technologie, je vais tester une nouvelle manière de travailler, je vais tester une nouvelle organisation, je vais tester une nouvelle manière de se réunir. Peu importe. Et je vous assure qu'il n'y a pas d'action, de projet, de programme, de transformation qui n'est pas mesurable. Tout est mesurable. Et je vous donne un petite astuce. Au pire, vous séchez sur le KPI que vous allez utiliser, utilisez la méthode d'avant-après. Faites un audit avant avec des questions et faites un audit après. Et vous regardez. Au pire, vous n'avez rien, vous faites du quali avec ça. Mais il y a toujours une manière de faire des KPI et d'être sûr que ce qu'on propose, en fait, que je réussisse ou pas, au moins je l'ai documenté. Voilà, je n'ai pas mis de conclusion. Donc la conclusion sera vos questions, si vous en avez. J'espère qu'elles seront nombreuses. Merci à vous. J'ai été surprise par votre réflexion sur séparer les chasseurs et les fermiers. Alors comment, quand on prône l'importance de la diversité et la force de la diversité, on peut dire qu'il faut séparer les différents acteurs? C'est vrai qu'il y a une contradiction, si on le dit de cette manière. Quand je dis séparer les chasseurs et les fermiers, c'était encore une fois mon expérience, c'est qu'en tant que chasseur, on est comme une petite plante, toute fragile. Quand on nous a mis dans le grand bain du grand groupe, on a été écrasé, avalé, on ne pouvait plus rien faire. C'est pour ça que je disais les séparer, les protéger, leur laisser prouver leurs valeurs et que le changement qu'ils prônent, ou en tout cas la transformation qu'ils essayent de mettre en place, elle est vraiment, elle marche ou elle ne marche pas, avant de les intégrer effectivement en inclusion, etc. Et après, la diversité, c'est valable pour toute l'entreprise, que ce soit les fermiers ou les chasseurs. Voilà. Juste une remarque, j'ai utilisé par le passé le mot plutôt éleveur que fermier. Ah, j'ai pas votre connaissance technique. Quelle est la nuance? Mais c'est normal. Bref. Ceci étant, dans le monde des fermiers, des éleveurs, il y a des gens qui ont du talent, bien sûr, qui peuvent être tout à fait de très très bons développeurs, quoi. Bien sûr. Et il faut procéder par petites touches, je pense. Exactement. Voilà. L'année dernière, j'avais utilisé une phrase, je disais la transformation digitale, c'est comme de l'impressionnisme. C'est par petites touches. Je sais pas, je vais prendre un pinceau et je vais badigeonner toute l'entreprise de digital. Non, vraiment, j'avance en petites touches et tout en finesse. Et effectivement, à un moment donné, donc ça rejoint la question de Madame, l'inclusion, c'est aussi prendre aussi des personnes chez les fermiers. Enfin, les éleveurs, pardon. Excusez-moi de prendre deux fois la parole. Cette évolution nouvelle des entreprises, est-ce qu'elle est maintenant engagée et majeure au niveau de ce que vous observez dans vos conseils de l'accompagnement? Je dirais que la prise de conscience est généralisée. Il n'y a pas un chef d'entreprise, un responsable qui va vous dire « Oh non, rien n'a changé, etc. » Donc il y a une prise de conscience. Malheureusement, et moi c'est ça qui me fait de la peine, c'est quand je vois que
malgré toute la littérature, l'expérience que nous avons, parce que ça fait 6-7 ans qu'on travaille sur ces sujets-là, on continue d'être dans des effets d'annonce et à reproduire des erreurs en maquillant tout ça de communication. Et c'est ça qui me fait, qui me fait souvent réagir. Donc, prise de conscience, oui. Pardon ? Mise en application, ça dépend qui et quand, et peut-être pas aussi bien qu'on nous raconte. Vous pourriez citer d'imposer des quotas féminins pour cette transformation. Il me taquine sur ma table ronde. Moi, j'ai une question autour du nouveau collaborateur. Ça me semble assez simple. L'innovation managériale, un peu moins. D'accord. Comment vous voyez que cela s'accompagne en réalité, en dehors de sur le papier, en fait? D'accord. Petite parenthèse, sur mon profil LinkedIn, vous trouverez un article que j'ai rédigé sur le sujet. Mais je vais essayer de résumer ça. L'innovation managérielle, en fait, c'est de se dire à un moment donné, pendant longtemps, l'innovation a été technique dans des centres de recherche, avec des équipes, etc. L'innovation managérielle, c'est deux choses. La première, c'est de se dire que l'humain est acteur de l'innovation et que c'est un changement de paradigme. Ce n'est pas la technique qui va me permettre d'innover, c'est l'humain qui va me permettre d'innover. Et donc, ce changement de paradigme change tout dans notre manière d'avancer et d'innover. Donc l'innovation managériale s'appuie sur ce principe, et puis s'appuie aussi sur le principe de je vais faire travailler mes collaborateurs différemment, je vais faire évoluer la mentalité du comité de direction ou de l'exécutif, je vais faire faire émerger des pratiques qui sont plus en phase avec leur temps, ainsi de suite. Donc c'est deux réponses qu'on peut inclure dans l'innovation managériale. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui et non. En réalité, comment ça se passe? Parce que comment ça, je veux pas donner. J'ai l'impression qu'on est loin de ça, en fait. Alors, je vais vous répondre en consultante. Alors, c'est parce que je voulais éviter cette réponse. Donc, je vais vous répondre en consultante. Il n'y a pas de souci. Votre problématique, très chère madame, c'est de mettre en place l'innovation managériale. La première chose que je commencerai par faire, c'est faire un audit culturel de votre entreprise pour voir quelle est aujourd'hui la culture qui est prédominante, comment vous avancez, comment vous innovez, comment vous avancez sur les chemins de la transformation. Une fois qu'on a fait ça, il y a plusieurs programmes clés en main, plug and play, ce que vous voulez, que les entreprises du CAC 40 ou d'autres ont déjà mis en place et qui ont montré leurs preuves. Le premier, c'est par exemple le reverse mentoring. C'est faire former vos directeurs, vos COMEX, comités de direction, par des jeunes, c'est pour ça qu'on appelle reverse, sur des enjeux de la transformation que vous avez prédéfinis en amont. Imaginons que vous êtes dans un secteur qui va bientôt être bouleversé par, j'en sais rien, l'intelligence artificielle, la data ou peu. On peut avoir un module sur ça. Et les consultants qui travaillent sur ça vont travailler sur former les formateurs, donc la jeune génération, qui, elle, va former le top management. Et après, ils vont former d'autres collaborateurs qui vont former, etc. Donc, c'est une nouvelle manière de travailler. L'autre chose, c'est de faire ce qu'on appelle l'employee advocacy. Donc, j'en ai parlé. C'est le fait de structurer l'acculturation de vos collaborateurs, comment ils apprennent aujourd'hui. Donc, au-delà de juste la formation et des MOOC, c'est comment apprendre à apprendre en permanence. L'année dernière, j'avais partagé un chiffre. La durée de vie d'une compétence technique, selon l'OCDE, était de 20 ans en 72. Elle est passée à 2,5 en 2018. Donc l'enjeu, c'est d'apprendre à apprendre. Donc refonte de la formation, refonte de plein de choses. Et puis, je vais juste finir par ça, travailler l'expérience du collaborateur, comment travaille l'expérience du client. Et des boîtes de taille certaine ont même transposé les deux. On fait l'expérience du client avec les points de friction, les points d'enchantement, les recommandations, jalon par jalon, et on transpose par rapport au client et on essaie d'enchanter les deux. Donc voilà, j'ai pas voulu faire ma consultante, vous m'avez obligé. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, s'il vous plaît. Et ce sera la dernière du coup. Si j'ai bien compris, tout à l'heure, vous invitiez les collaborateurs à prendre la parole pour l'entreprise. Non. Non, mais continuez, je dis non parce que je pense déjà à ma réponse. Continue. D'accord. Et du coup, en fait, c'était ma question, c'est comment si vous les invitiez à prendre la parole, notamment sur les réseaux, leur laisser de l'agilité, comment est-ce que l'entreprise peut contrôler et éviter les dérives, du coup, comme vous avez pris l'exemple du slip français? Alors, j'ai envie de dire, la manière, c'est personnel, avec laquelle j'avance dans ce genre de programme, c'est de dire, je ne vais pas obliger les collaborateurs à prendre la parole
ça n'a pas de sens. Chacun fait ce qu'il veut. Si je suis plutôt timide et que j'ai pas envie de dire « Hey, youpi, je suis à inbound marketing », ben, je le dis pas. Mais l'enjeu, c'est d'apprendre aux collaborateurs à se documenter et de connaître leur secteur et écouter les fameux signaux faibles en utilisant tout ce que nous offre ce monde numérique. Et ceux qui le souhaitent décident ou pas de prendre la parole. Et donc, par exemple, dans une grande entreprise, comment on l'a fait? On fait des ateliers. Et comme le reverse mentoring ou d'autres, après, les ateliers ont un effet multiplicateur. Et chaque collaborateur apprend, je ne vais pas leur faire de la pub, mais à utiliser des applications d'agrégation de contenu, à aller se documenter sur LinkedIn ou autre, et puis surtout à bien verrouiller ses profils, selon le principe qu'on a une vie professionnelle et une vie privée, et on est toujours effaré de voir combien de choses les gens laissent d'un point de vue personnel. Le nombre de profils Facebook qui sont ouverts, c'est incroyable. Donc on leur apprend des règles comme ça. Voilà. Et dans les grands groupes, je l'ai vu, l'informatique est là, est installée, mais il n'y a pas... Parfois, les personnes sont juste surprises de voir tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut savoir sur une personne si elle ne verrouille pas correctement son profil. Voilà. S'il y a d'autres questions, je serai à disposition pour y répondre. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et de m'avoir écouté, malgré le titre un peu original, on va dire ça. Merci, au revoir.